Mesdames et messieurs, en vous remerciant les uns et les autres, messieurs les ministres de l'Union européenne et de beaucoup d'autres pays, et dans la diversité de vos responsabilités administratives, politiques, associatives, des organisations non gouvernementales, des experts, d'être ici ce matin et aujourd'hui. L'agriculture, qu'on a quelquefois tendance à mettre dans un coin, comme si c'était une activité dépassée ou du passé, est clairement au cœur des enjeux de la société, à un moment où clairement le défi... Tous les plus grands experts étaient réunis lors de cette conférence qui mettait sur le devant de la scène l'agriculture et ses problèmes. Il y avait toujours cette même question qui revenait. Comment nourrir demain 9 milliards de personnes? To feed the world. Qui va nourrir le monde? Who will feed the world? Who will feed the world? Qui va nourrir le monde? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre tous ensemble. La réponse me semblait tellement évidente que je décidai d'aller à la rencontre des agriculteurs pour voir quel était le problème. Le F veut dire qu'elle a fini de traire. Et les 11 litres, c'est le litrage qu'elle a donné. J'ai 11 litres de lait ici. Elle a donné 14,5. Celle-là 12,7. Celle-là 15,3. Force est de constater qu'ici tout a l'air d'aller. On a des élevages qui sont beaucoup plus performants. Et si avoir une truie donnait naissance l'année à 12-13 porcelets, ben maintenant on arrive à des chiffres de 20-25 porcelets l'année. Ils sont vraiment dorlotés. Moi je dis qu'ils sont dans un hôtel. Ici aussi tout va bien. Vous n'avez jamais vu un poulailler. Et voilà, voilà. Donc c'est une poule qui aura pondu à peu près 300 œufs par an, hein, sur l'année, quoi. Ici non plus, rien à signaler. Alors on avait commencé à penser à faire un 20 000 poules, à 40 000, à 50 000, à 60 000, et pour finir, on t'arrête à 60, mais enfin, on a encore bien fait plus gros. Encore plus gros? Mais pourquoi? C'est la tendance de vouloir grandir pour diminuer les frais. Mais finalement, en fin de compte, on se rend compte que ça coince quelque part. De plus en plus, on est arrivé à un prix où on est vraiment sur la corde raide. Ça veut dire qu'on est tout le temps à la limite de ce qu'on peut gagner. Ça veut dire qu'à l'heure, on ne gagne pas assez. La seule porte de sortie, c'est de s'agrandir. Mais le dilemme, c'est qu'aujourd'hui, on voit que même en s'agrandissant, on a difficile d'en sortir. En 12 ans de temps, on n'aura travaillé que pour les banques, hein, pour réaliser à payer les cash. Vous avez posé la question vous-même, pourquoi continuez-vous à produire à perte? Ben, tout simplement, non, on ne produit plus à perte. Il y a des gens qui ont arrêté. Il y en a 2 ici dans le village toute l'année passée, hein, qui étaient pratiquement tout seuls et que les enfants ne voulaient pas faire ça, alors ils ont arrêté. Hein. Mais comment ça se fait que les agriculteurs gagnent de moins en moins bien leur vie en vendant leurs produits, alors qu'au supermarché, la vie reste chère? À l'étal, lorsque la ménagère va faire ses courses, le prix de la viande a augmenté. Alors que chez nous, au départ, où on vend, on est à la baisse. Donc tous nos prix sont à la baisse. Le prix qu'on touche n'est pas lié à ce que nous, on dépense pour le produire. Hein. Vous pouvez très bien toucher moins que ce que ça vous coûte. Donc il y a quelque chose qui n'est plus normal dans le système. C'est les intermédiaires qui en prennent plein leur poche. Je vous expliquais tantôt là, que le lait avait augmenté assez bien au mois de novembre, et puis maintenant il rechute, mais ça ne rechute pas dans les magasins, quoi, hein. C'est ça le gros problème. Hein. Donc qui empoche tout ça, hein. Il y a des tunnels obscurs dans la composition des prix, et je pense que la transformation, l'emballage, le transport, la distribution ont certainement une part importante dans la composition des prix. On nous a retiré notre plus-value.
Finalement, nous, on est les bons petits soldats qui produisent la matière première et donnez-nous-la, on va la transformer. Dans un yaourt, il n'y a que du lait. Mais seulement 7% du prix du yaourt va aux producteurs de lait. On aura vite fait de comprendre que ce sont les intermédiaires qui s'en mettent plein les poches. Et que ce sont les deux extrêmes de la chaîne qui trinquent. Il y a un prix qui est fixé. Ce prix est fixé en vertu de ce que les grandes surfaces viennent bien nous donner. Donc, on est tributaire de ce qu'on nous donne. Vous ne voulez pas, ben tant pis, on n'achètera plus votre produit, on ira le chercher ailleurs. Donc ils font jouer la concurrence de plus en plus fortement envers les producteurs belges en ce cas-ci, en disant oui mais les produits que vous vendez c'est trop cher par rapport aux produits qu'on peut importer d'Argentine, de Nouvelle-Zélande ou des Pays-Bas ou de n'importe où. Un de ces pays s'impose comme le premier exportateur mondial de denrées alimentaires. C'est le Brésil. Quand on se promène dans le sud du Brésil, on est dans ce qu'on appelle là-bas des déserts verts. Ce sont des milliers de kilomètres carrés uniquement de soja, quasi sans aucun village, sans aucune vie sociale. Bom, a nossa propriedade o que a gente cultiva aqui? A gente planta o trigo, o milho e a soja. Le soja produit au Brésil sert principalement à nourrir le bétail des pays industrialisés. Le blé et les autres céréales servent à alimenter nos voitures en agrocarburants. Mais comment un pays émergent comme le Brésil parvient-il à être si compétitif? Si vous prenez le Brésil, on dit que le Brésil est compétitif, mais cette compétitivité est fondée sur de la misère. Ça fait 200 ans que les paysans d'Amérique latine, 300 ans peut-être, se battent pour avoir accès à la terre et ça fait 200 ans qu'on les tue pour les empêcher d'y avoir accès. Au Brésil, les paysans qui cultivaient la terre depuis des générations entières ont été chassés par les gouvernements et sont ainsi devenus des sans-terre. Cette terre a ensuite été léguée ou revendue à des investisseurs désireux de développer une agriculture très lucrative. C'est ainsi qu'on retrouve dans certains pays d'Amérique du Sud ou d'Asie des multinationales qui possèdent des centaines de milliers d'hectares. Ces groupes agro-industriels ont investi massivement dans une agriculture basée sur la spécialisation et la monoculture, ainsi que sur une mécanisation à outrance qui utilise peu de main-d'œuvre et inonde les terres d'engrais, d'herbicides et de pesticides en tout genre. C'est un modèle hyper productif, mais aussi hyper destructeur de l'environnement. Les entreprises qui ont investi voient leurs bénéfices exploser. L'économie du Brésil, elle, monte en flèche. Mais à quoi ça sert si 40 millions de Brésiliens restent sous-alimentés? À quoi ça sert si tous les paysans privés de terre viennent grossir les chiffres de la pauvreté? O grande agronegócio, ele não está preocupado se a população, se o país passa fome ou não. Ele está preocupado com os lucros. Ils vont faire ça pendant 10 ans, mais ils vont épuiser le sol, mais ils vont pomper tout ce qu'il y a à pomper, et c'est les grosses sociétés qui font de l'argent sur le dos des petits agriculteurs qui sont en place. Você tem grandes máquinas, grandes extensões de terra, mas com uma consequência social e ambiental muito grande. Ce type d'agriculture est synonyme de déforestation, d'appauvrissement du sol, de diminution de la biodiversité et de destruction de l'agriculture familiale. Enfin, c'est une agriculture qui, le plan social, moral, politique, écologique, c'est ce qu'on peut faire en gros de pire, même s'ils maîtrisent à la perfection toutes les techniques. Et en tout cas, ils auront une agriculture qui sera la plus productive du monde. Effectivement, on n'aura pas jamais le même coût que le Brésil. Hein. Donc si on s'attaque aux mêmes productions, on a un problème. Hein. Mais le Brésil à lui tout seul ne peut pas nourrir le monde. Ça veut dire qu'en Europe, dans des conditions qui sont quasi les meilleures, on est loin d'être les plus compétitifs. Mais alors qu'en est-il dans les pays les moins industrialisés? Souvent, on fait la confusion de penser
que ce que l'on fait aux États-Unis, ce que l'on fait en Europe, c'est ça qui existe partout. Non, ce n'est pas le cas. Plus de 1 milliard de paysans travaillent uniquement avec des outils manuels. Ils n'achètent pas d'engrais, ils n'achètent pas de pesticides. Ils peuvent acheter ni tracteur, ni non plus semences. Donc tout le travail est fait de façon manuelle. Et on voit tout ce que ça constitue comme contrainte sur le plan de la productivité, etc., etc. Donc l'agriculture telle qu'on la connaît ou qu'on la voit aujourd'hui ici, c'est quand même une goutte d'eau dans la mer. Un petit agriculteur africain doit vendre l'unique tonne de céréales qu'il produit annuellement au prix de 500 € s'il veut survivre. L'Européen qui produit beaucoup plus peut s'en sortir en vendant sa tonne à 200 €. Aux États-Unis, on y arrive pour 150 €. Mais au Brésil, l'agro-industrie peut le faire pour 60 €. Les agricultures du monde sont inégales, inégalement productives, elles ont des coûts de production inégaux, il faut des prix qui correspondent à ça. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. La règle de libre-échange et de compétition empêche de mettre des taxes aux frontières. Celui qui exporte au prix le plus bas donne le ton, et le prix devient le seul maître à bord. Cela implique que tout le monde va devoir s'aligner sur le coût de production du plus compétitif, pour former ce qu'on appelle le prix international. Et c'est ce prix international qui de plus en plus va déterminer les prix sur les marchés locaux dans l'ensemble des pays. On est maintenant dans le bain mondial, donc c'est la cotation du lait au prix mondial qui fixe le prix qu'on est payé au jour d'aujourd'hui. C'est la pire des solutions pour réguler, parce que ce prix, il est inférieur au coût de production de la très grande majorité des agriculteurs du monde. Mais au nom de quoi on peut prendre ce prix-là comme le prix mondial? Parce qu'un heureux événement a été préparé à Marrakech, la naissance de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, et on pouvait enfin le signer, ce fameux accord de 22 000 pages qui abaisse les droits de douane de 40%. Le GATT est mort aujourd'hui, vive l'Organisation mondiale du commerce. Mais elle aura bien du mal à imposer l'équité et la justice dans les relations commerciales internationales, toujours dominées par les principaux pays industrialisés, qui seront aussi, il faut bien le dire, les premiers bénéficiaires des accords signés à Marrakech. On a ouvert les marchés et on a jeté les agriculteurs dans une compétition. Ladies and gentlemen, bienvenue dans le cadre de l'OMC, au championnat opposant tous les agriculteurs du monde. À ma gauche, l'agriculture familiale et à ma droite, l'agro-industrie. Dans cette compétition toute catégorie, je vous rappelle que tous les coups sont permis. Et alors le paysan d'Afrique de l'Ouest qui produit à tout casser une tonne de maïs, qu'est-ce qu'il peut faire face à ça? Dans cette compétition où la loi du plus fort règne, on aura vite fait de comprendre l'issue du combat. La majorité des agriculteurs du monde étant incapables de concurrencer les producteurs les plus compétitifs. Imaginez un boxeur poids lourd et un poids plume sur le même ring. C'est de l'injustice totale que de considérer l'économie mondiale comme un machin qui fonctionne de cette façon-là. On ne peut pas mettre tout ça dans le même panier en disant débrouillez-vous, le prix seul va réguler. Ça ne marchera pas. Vous avez l'agriculture naissante en Afrique qui essaye de se démener là-dedans, qui doit concurrencer l'agriculture américaine presque. Pour s'imposer sur le marché mondial, les pays se spécialisent dans la production de produits pour lesquels ils sont les plus compétitifs. Et ils parient donc sur l'exportation. Ils condamnent par la même occasion l'agriculture familiale, sa diversité et toutes les fonctions qu'elle remplit. La plus importante d'entre elles étant de nourrir les populations.
Mais les poules sont tuées à l'abattoir à Turnhout pour aller vers l'Afrique. Il y a 20% de poids de poule, de chair qui reste dans les restaurants ici en Belgique, et le reste part en Afrique, pour manger en Afrique. Dans la plus petite boutique de campagne, vous verrez du riz qui vient de la Thaïlande. Vous verrez de la poudre de lait qui vient des Pays-Bas, etc., etc. Chez nous, tu te débrouilles pour produire. Alors donc, le coût est plus élevé. Alors donc, du coup, les produits qui viennent sont moins chers. Dans les villes, on ne consomme que ce qui vient de l'extérieur. Et ça commence à rentrer très profondément dans les campagnes. Comme les gens, quand même, le droit de choisir son produit en fonction de son porte-monnaie est un droit qu'on ne peut pas discuter. Alors les gens achètent. Donc il y a un changement d'habitude alimentaire qui s'est développé. Et l'approvisionnement se fait essentiellement avec des produits qui viennent de l'extérieur. C'est une dépendance. Des baguettes de blé, du lait en poudre, des poulets. Tous ces produits sont exportés à bas prix vers l'Afrique et se vendent aux côtés des produits locaux. Les paysans ne peuvent rivaliser avec ces produits concurrents qui ont des prix inférieurs à ceux de l'agriculture familiale. Donc, faute de pouvoir écouler leur production, les agriculteurs africains arrêtent leur activité, incapables de résister à cette compétition sans merci. Alors comment voulez-vous qu'on puisse lutter contre la pauvreté si on empêche les gens de vivre dignement de leur travail? Les marchés africains, spécialement, montrent bien à quelle extrémité on peut arriver. On déstructure complètement une société, donc ça ne va pas. Il y a des terres, il y a des disponibilités, il y a la main-d'œuvre. Mais s'il n'y a pas de revenus, c'est-à-dire si tu travailles, tu ne gagnes pas suffisamment. Alors aujourd'hui, c'est ce qui fait le désespoir de la jeunesse. Et tous ces jeunes qui veulent partir, ils ne savent même pas où. Le premier réflexe, c'est d'aller dans les villes. Et nous le savons tous, ces villes commencent à avoir beaucoup de problèmes à absorber le flux de population qui quitte le monde rural pour espérer y trouver un emploi. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, c'est pas des villes, c'est des bidonvilles. C'est pas une urbanisation, c'est une bidonvillisation. Mais aussi, ce sont des pertes d'emplois, ce sont des pertes de revenus. C'est l'affaiblissement de l'économie de façon générale. C'est un transfert de la population agricole vers l'exclusion et le chômage. Ils sont 1,5 milliard à vivre dans des bidonvilles, en disposant de trop peu de revenus pour vivre décemment. Parmi eux, un grand nombre d'agriculteurs ayant quitté les campagnes. Mais comment comprendre que la grande majorité des personnes qui sont censées nourrir l'humanité souffrent de cette situation catastrophique, marquée par le chômage, la pauvreté, l'exode et la faim? Effectivement, c'est ce grand paradoxe que l'on vit, où ceux qui devraient nourrir la population sont eux-mêmes affamés. L'ignorer veut dire qu'il faut tout simplement sacrifier ces gens-là. On n'a pas le droit. Il faut se rendre compte qu'on est dans une situation qui est effectivement, au quotidien, génocidaire. Parce que tous ceux qui sont sortis de l'agriculture continuent à vouloir manger le matin, à midi et le soir, mais ne produisent plus. Vu que la politique de concurrence tue l'agriculture familiale, de très nombreux pays deviennent dépendants d'autres pays pour leur alimentation. Et ils doivent ainsi importer des produits agricoles pour subvenir à leurs besoins. Mais si les bas prix qui ont condamné les paysans augmentent subitement, ou si un pays refuse d'exporter, c'est la catastrophe. Car les prix atteignent alors des niveaux impayables pour les populations des pays pauvres. C'est ce qui s'est passé en 2008. Ce fut une révolte, celle des ventres vides.
Un cri de colère mondiale, celui des crève-la-faim. Des émeutes de la faim se multiplient depuis plusieurs semaines. Contre la flambée des cours des prix alimentaires, un ras-le-bol qui va vite virer à l'émeute dans une vingtaine de pays. Ici, c'est le riz qui flambe, là, c'est le blé, plus loin, le maïs, qui deviennent hors de prix. Haïti s'embrase à cause des prix du riz et du lait, en hausse de 50% quand chacun survit avec moins d'1 € par jour. Protestation des classes populaires ici au Sénégal, au Burkina ou en Côte d'Ivoire. Elles ne savent plus comment nourrir leur famille. Depuis des semaines, la fronde a en effet gagné plusieurs pays d'Afrique. Jusqu'en Somalie, où même avec des grosses coupures, on ne peut plus s'offrir grand-chose. Ces pays importent la plus grande partie de leurs denrées alimentaires et subissent de plein fouet la hausse des cours mondiaux. Très cher. On a faim. Après avoir détruit notre production, on fait grimper les prix. Ils ont été victimes de la baisse des prix, mais devenant consommateurs acheteurs nets, ils deviennent même victimes de la hausse des prix. Ça veut dire que de toute façon, les pauvres, que les prix soient bas ou qu'ils soient hauts, de toute façon, les pauvres trinquent. Et il faut que maintenant, nous puissions nous rendre compte qu'il y a des paysans qui produisent pour se nourrir et pour nourrir leur population. Et qu'on ne doit pas perturber cela. Les fonctions premières d'une agriculture, c'est d'assurer l'approvisionnement des populations ou des communautés concernées. Every day, more than 850 million people, 170 million of them children, suffer from hunger or malnutrition. Every year, 5.6 million children die from malnutrition. 5.6 million children die from malnutrition. So this is not only a political challenge, it is a moral challenge to all of us. Dans tous les pays, on sait qu'on peut produire suffisamment pour que les gens mangent. Mais parce que la production agricole et le commerce mondial sont ensemble, qu'il y a des problèmes. Nous connaissons nos problèmes. Nous les connaissons. C'est cette libéralisation qui constitue le principal problème et on ne peut pas régler l'économie africaine, l'agriculture africaine, sans revenir à de la protection au niveau d'un espace régional. Donc il faut être absolument ignorant ou très mal intentionné pour soumettre tous les agriculteurs et tous les consommateurs du monde à un yo-yo meurtrier aussi effrayant. Il faut être fou, quoi. Il faut être fou. Vous payez le meilleur expert du monde en économie agricole et alimentaire pour vous inventer le pire système du monde pour les producteurs et pour les consommateurs. Il invente l'Uruguay-Round, les accords de Marrakech, le libre-échange généralisé. Et ces politiques-là, tant qu'elles ne sont pas revues, nous n'arriverons pas à résoudre de façon satisfaite la situation de l'agriculture. Monsieur Rémy a l'air d'accord avec vous. Je voudrais qu'il soit d'accord avec nous qu'on doit réexaminer en profondeur les règles de l'OMC. Face à la logique actuelle de libre-échange, un autre cadre est possible. Un cadre basé sur la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire reconnaît que les produits agricoles ne sont pas des produits comme les autres, et que l'agriculture doit donc être accompagnée par des politiques fortes. Il faut faire en sorte que le commerce mondial ne détruise pas ou ne dérange pas le droit national d'organiser l'alimentation. Il faut effectivement de la protection, de la régulation. Et on ne pourra mobiliser toutes les terres de la planète et tous les paysans du monde pour nourrir tout le monde dans 50 ans que si partout on a des prix qui correspondent au coût de production des paysans. C'est quand il y aura cette harmonisation que les choses vont se régler. Un seul mot pour dire qu'il n'y aura pas de développement agricole si la politique agricole venait à faire en sorte que les prix payés aux producteurs soient alignés sur toujours ce que l'on trouve de plus bas dans le monde. Et ça, il faut corriger ça tout de suite, parce que sinon, vous détruisez systématiquement la production où là, on ne peut pas être compétitif. Donc si on veut bien sortir là aussi de cette logique, je pense qu'il y a des choses possibles. Pour nourrir le monde, il faut faire ce que l'on a fait dans les autres régions du monde pour se nourrir. Une régulation au niveau mondial, elle est importante. Nous pensons que la régulation nationale et régionale est plus efficace et plus pertinente. Et je milite personnellement
pour que nos pays du Sud puissent avoir la chance que nous avons eu, nous les paysans européens, d'avoir une politique commune et une politique régionale qui les protège. Cela implique de donner la priorité à la production locale et régionale qui favorise une alimentation saine dans le respect des cultures, produite à l'aide de méthodes durables et respectueuses de l'environnement. Faut-il exporter des tomates, un camion de tomates, quand on sait que, en même temps que le camion de tomates, un camion de tomates, il y a 20 ou 30 ou 40 camions d'eau qui sont de fait exportés, qu'on ne voit pas, mais qui sont bien là. Il est peut-être grand temps maintenant de se rendre compte que notre mode de vie n'est peut-être pas le meilleur à terme, et surtout avec tous les défis climatiques, environnementaux et autres qui sont devant nous. Certainement, d'une manière indirecte, on participe tous à ce système-là et on a tous normalement entre les mains les moyens de faire d'autres choix. Si le monde entier, dans 40 ans, 50 ans, mangeait autant de viande que nous en consommons en Europe et qu'on en consomme aux États-Unis, il n'y aurait sans doute pas assez de terres cultivables pour nourrir les animaux dont nous nous nourririons ensuite. Si on développe un modèle agricole qui est destructeur pour l'environnement, c'est peut-être pas nous qui le payons directement, mais ce seront nos enfants, ce seront les générations futures qui le payeront. Quando você tem uma sociedade que meio que lava as mãos, né, sem estar se importando de que modelo de agricultura, se esse modelo é ambientalmente sustentável ou não, né, também o próprio governo tem uma dificuldade maior de estabelecer políticas. L'agriculture familiale et paysanne doit être au cœur de cette vision agricole, qui veut donner aux paysans les moyens de pérenniser leur activité sur base de la rémunération de leur travail, et aux consommateurs urbains l'accès à une alimentation saine. De que projeto de agricultura, de que projeto de sociedade ele vai querer ver implantado para os próximos anos? Nós queremos um modelo com gente ou nós queremos um modelo sem gente? Porque é uma questão de vida. Sachez une seule chose, le monde est devenu un voyage dans une pirogue. Nous allons nous en sortir ensemble ou ça va sortir ensemble. La première souveraineté, c'est la souveraineté alimentaire.